Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets oubliés de la construction médiévale. Des techniques développées par des paysans qui ont défié le temps et qui tiennent encore debout après 8 siècles. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Dans l'Angleterre rurale du XXIe siècle, plus de 5000 structures médiévales restent érigées, témoins silencieux d'une époque que la plupart considèrent comme primitive. Des maisons de campagne, des granges et des salles communautaires construites il y a 800 ans résistent là où des bâtiments modernes ont déjà cédé aux intempéries, à l'humidité et à l'usure naturelle. Des ingénieurs contemporains, munis d'instruments de précision et de connaissances techniques avancées, étudient ces structures avec une curiosité croissante, cherchant à comprendre comment des travailleurs sans accès aux clous, au béton ou aux outils électriques ont réussi à ériger des constructions d'une telle durabilité. La réponse à cette question nous conduit dans un voyage fascinant à travers le savoir ancestral européen. Pour comprendre l'ingéniosité des bâtisseurs médiévaux, il faut d'abord comprendre les limites matérielles auxquelles ils étaient confrontés quotidiennement. Le fer, à cette époque, représentait une ressource d'une valeur extraordinaire. Une poignée de clous en fer équivalait à une journée entière de travail acharné dans les champs. Une somme impensable pour des familles qui parvenaient à peine à assurer leur subsistance de base. Les forgerons travaillaient laborieusement pendant des journées complètes pour produire environ 100 clous, tandis que les machines modernes en fabriquent plus de 700 par minute. Cette rareté a transformé chaque clou en un objet d'héritage familial, transmis de génération en génération comme un patrimoine précieux. Lorsque d'anciennes structures étaient démolies, les travailleurs fouillaient les décombres à la recherche de chaque fragment métallique, récupérant et réutilisant des matériaux que leurs familles avaient accumulés au fil des décennies. Les Romains avaient maîtrisé l'art du béton, construisant des aqueducs et des structures monumentales qui défiaient l'imagination. Cependant, avec la chute de l'Empire romain, ces recettes se sont perdues, laissant les bâtisseurs médiévaux sans agents de liaison fiables, sans fixations métalliques accessibles, avec seulement du bois, de la terre et les ressources que la nature offrait. C'est précisément cette limitation apparente qui a forcé le développement de techniques révolutionnaires, des méthodes qui, paradoxalement, surpasseraient en durabilité de nombreuses constructions modernes. Le premier secret de cette sagesse ancestrale résidait dans la sélection du bois, un processus qui n'avait rien d'aléatoire. Les maîtres bâtisseurs médiévaux ont développé une relation intime avec les forêts qui les entouraient, passant des années à apprendre à identifier les arbres idéaux pour chaque usage spécifique. Un chêne n'était pas simplement un chêne pour ces artisans expérimentés. L'analyse commençait par l'écorce, où des sillons verticaux serrés indiquaient un bois dense et résistant à la pourriture. L'angle des branches révélait l'histoire de la croissance de l'arbre, fournissant des informations cruciales sur la qualité du bois intérieur. Des branches qui se projetaient directement vers le haut indiquaient une croissance rapide, résultat de la compétition avec les arbres voisins pour la lumière du soleil. Ce bois serait faible et fibreux, inadapté à la construction. D'un autre côté, des branches qui s'étalaient horizontalement signalaient une croissance lente et contrôlée, produisant un grain compact capable de résister pendant des siècles sans pourrir. Le choix du moment de la coupe témoignait d'une sophistication égale. Les arbres abattus pendant l'hiver possédaient une circulation de sève minimale, ce qui donnait un bois naturellement plus sec dès le départ. Ce séchage naturel signifiait que les insectes trouvaient peu de nourriture et que les champignons ne pouvaient pas s'installer, éliminant ainsi le besoin de traitements chimiques qui n'existaient tout simplement pas à l'époque. Les bâtisseurs médiévaux comprenaient instinctivement des cycles biologiques que la science moderne n'expliquerait que des siècles plus tard. La véritable chasse au trésor, cependant, consistait à trouver ce qu'ils appelaient des crux, des bois naturellement courbés qui correspondaient aux arcs nécessaires aux structures des toits. Les bâtisseurs cherchaient spécifiquement des chênes qui poussaient sur les flancs des collines. L'inclinaison naturelle du terrain forçait ces arbres à développer des fibres plus denses et plus fortes sur l'un des côtés, comme si le tronc lui-même faisait de la musculation contre la gravité pendant toute sa vie. Ce bois de compression devenait la partie la plus résistante de toute la structure.
Lorsqu'un chêne approprié était enfin identifié, le processus de préparation suivait des protocoles précis, transmis oralement à travers les générations. L'arbre était abattu et scié en deux, longitudinalement, créant deux pièces symétriques qui formeraient un arc gothique parfait lorsqu'elles seraient inclinées l'une contre l'autre. La nature avait fait le travail d'ingénierie. Les bâtisseurs n'avaient qu'à trouver où elle avait laissé ses cadeaux. Une seule cabane paysanne exigeait environ 30 chênes matures, pas n'importe quel chêne, mais des spécimens spécifiques, avec des courbures spécifiques et des motifs de grains spécifiques. Des forêts entières étaient gérées depuis des générations spécifiquement pour produire du bois de construction. La technique d'utilisation du bois vert représente peut-être l'aspect le plus contre-intuitif de toute la construction médiévale. La pensée moderne insiste sur le séchage du bois pendant des mois, parfois des années, avant l'utilisation, par crainte de déformation, de fissures et de retrait. Les bâtisseurs médiévaux faisaient exactement le contraire, travaillant avec du bois fraîchement coupé et saturé d'humidité. Cette approche apparemment imprudente cachait une logique brillante. Le chêne vert est tendre, étonnamment malléable. Un joint qui prendrait des heures à sculpter dans du bois sec pouvait être formé en quelques minutes à l'aide d'outils de base. Le travail avançait rapidement, les précieux outils en fer subissaient moins d'usure et l'efficacité du processus permettait d'achever les projets avant que les saisons ne changent. Le véritable secret, cependant, se révélait dans les mois suivant la construction. À mesure que le bois vert perdait environ 15% de son poids en humidité, les fibres se contractaient progressivement. Les joints taillés dans ce bois frais se resserraient comme des constricteurs embrassant leur proie. Plus le bois séchait, plus les connexions devenaient fermes, un processus qui se poursuivait pendant des années après la construction initiale. Les ingénieurs contemporains ont testé ces connexions et ont découvert qu'un joint de bois vert correctement séché devient pratiquement impossible à séparer sans détruire le bois lui-même. Pendant ce temps, les joints cloués des bâtiments victoriens se désagrègent déjà après seulement 150 ans. Les crux formaient la colonne vertébrale de toute la structure médiévale. Ces bois courbés à parier n'ont été inventés par aucun génie individuel. Ils ont été découverts par des bâtisseurs observateurs qui ont réalisé que la nature avait déjà résolu le problème de l'ingénierie structurelle. Lorsque deux de ces pièces courbes étaient inclinées l'une contre l'autre et jointes au sommet, elles formaient un arc gothique qui transférait tout le poids du toit directement au sol. Il n'y avait pas de force latérale poussant les murs vers l'extérieur, pas besoin de fondations massives. L'arc s'occupait de tout. La capacité de charge de ces structures défie les attentes. Un ensemble de crux correctement assemblés supportait jusqu'à 20 tonnes de chaume, en n'utilisant rien d'autre que la gravité et la friction. 20 tonnes équivalent approximativement au poids de 4 éléphants adultes debout sur le toit. Sans clous, sans vis, seulement du bois touchant du bois dans des connexions précisément calculées. La forme courbe offrait des avantages supplémentaires qui allaient au-delà de la simple capacité structurelle. Les murs plats captent le vent comme des voiles, recevant directement toute la force des tempêtes. Un arc, en revanche, permet au vent de glisser sur sa surface, déviant les forces vers le bas au lieu de permettre des impacts latéraux. Les constructions en forme de boîte étaient aplaties par les tempêtes. Les maisons à structure de crux les ignoraient simplement. Les registres archéologiques confirment cette durabilité extraordinaire. Des structures de crux originales restent debout en Angleterre après 800 ans de tempêtes ininterrompues. Les plus anciens exemplaires, datés par analyse dendrochronologique, remontent au milieu du XIIIe siècle. Et de nombreux experts pensent que la technique pourrait être encore plus ancienne, évoluant peut-être à partir de pratiques anglo-saxonnes. Le terme crux dérive de l'anglais moyen croc, originaire du vieux norrois craka, signifiant crochet. La même racine qui a donné naissance au mot crooked, signifiant courbé. La connexion entre ces bois massifs sans aucune fixation métallique exigeait des joints d'une précision exceptionnelle. Le joint A, mortaise et tenon, semble d'une simplicité trompeuse dans sa conception de base. Juste une pièce rectangulaire s'insérant dans un trou rectangulaire correspondant. Pas de colle, pas de clous, rien que du bois contre du bois. La différence entre les charpentiers médiévaux et les bâtisseurs amateurs
résidait dans la précision obsessive avec laquelle ces joints étaient taillés. Les tenons étaient délibérément dimensionnés, légèrement plus grands que les mortaises qui les recevaient, peut-être 1,5 mm au-dessus de la taille exacte. Cette différence apparemment insignifiante créait une pression constante entre les surfaces, année après année, décennie après décennie. Lorsque les tempêtes fouettaient les murs, ces joints réagissaient de manière contre-intuitive. Au lieu de se desserrer, ils se resserraient encore plus. La force du vent poussait le tenon plus profondément dans la mortaise, créant des connexions progressivement plus fortes. Les charpentiers médiévaux ont développé plus de 20 variations de ce seul joint de base. Certaines résistaient à la torsion, d'autres supportaient des charges verticales. Certaines se spécialisaient dans la prévention de la séparation horizontale. Chaque variation était conçue exactement pour l'endroit où elle serait installée dans la construction, une bibliothèque de solutions accumulées au fil de siècles d'expérimentation pratique. Les archéologues ont fait une découverte révélatrice lors de fouilles de structures médiévales. Certains joints ont été intentionnellement laissés légèrement lâches, non par négligence, mais par stratégie calculée. Ces constructions devaient se balancer pendant les tempêtes au lieu de résister rigidement et de se briser. La flexibilité était l'objectif. Les bâtisseurs comprenaient instinctivement des principes que les ingénieurs modernes étudiant la résistance sismique ne formaliseraient que des siècles plus tard. Des chevilles en chêne, appelées tree nails, faisaient quelque chose que le fer ne pourrait jamais accomplir. Lorsque l'humidité pénétrait dans un joint, ces chevilles en bois se dilataient, créant un joint auto-ajustable qui devenait plus solide avec la pluie. Un clou en fer dans les mêmes conditions rouillerait, s'affaiblirait, rétrécirait et se détacherait progressivement. Les bâtisseurs sculptaient des chevilles carrées et les martelaient dans des trous ronds. Les coins carrés mordaient dans les fibres du bois environnant comme de petites dents, empêchant toute rotation ou mouvement. La technique connue sous le nom de wattle and daub, entramado et rebocco, remonte à au moins 6000 ans. Le processus commençait par le ourdi wattle, un treillis tissé de branches flexibles de noisetier ou de saules entrelacées entre des montants verticaux, créant une structure semblable à un panier géant qui assurait la stabilité. Le torchis, daub, était un mélange d'argile, de sable, de paille, de poils d'animaux et de fumier frais. Le fumier contenait des huiles naturelles et des fibres qui rendaient le mélange imperméable pendant des décennies sans entretien. Le mur terminé séchait plus dur que la cloison sèche moderne. La performance thermique de ces murs équivalait à environ 15 cm d'isolation moderne en fibre de verre. Les cabanes restaient fraîches pendant les vagues de chaleur en été et chaudes lorsque les vents de janvier hurlaient à l'extérieur. Lorsque les tempêtes faisaient rage, le ourdi et le torchis fléchissaient légèrement, absorbèrent l'énergie et revenaient à leur position d'origine. Les murs en pierre se fissuraient dans les mêmes conditions. Les matériaux rigides se brisent. Les matériaux flexibles survivent. Le coût de tout ce système était littéralement nul en termes monétaires. Les familles rassemblaient tout sur les terres environnantes, l'argile des berges des rivières, les branches des haies cultivées, le fumier de leur propre bétail. La couverture en chaume semble à première vue trop primitive pour mériter une considération sérieuse. Juste de la paille empilée sur un toit. La réalité, cependant, contredit complètement cette impression. Un toit de chaume correctement construit durait de 40 à 60 ans. Le secret résidait partiellement dans le poids, ou plutôt dans son absence. Le chaume pèse environ 3 kg par mètre carré. Les tuiles en terre cuite pèsent presque le double. Cela signifiait que chaque poutre, chaque joint, chaque structure en dessous supportait la moitié de la tension. Chaque tige de paille possède un revêtement cireux naturel, et lorsque l'eau les frappe, elles s'écoulent comme la pluie glissant sur le dos d'un canard. Des milliers de ces tiges, disposées en couches à des angles prononcés, créent un effet de cascade où l'eau ne reste jamais immobile assez longtemps pour pénétrer. L'angle spécifique du toit, entre 50 et 55 degrés, a été déterminé à travers des siècles d'expérimentation. Des rafales de vent de force tempête pressaient en réalité le chaume plus fermement contre la structure. Les tuiles modernes captent l'air par-dessous et s'arrachent. Le chaume se blottit simplement plus bas. Les fondations présentaient un autre paradoxo apparent. Sans béton, sans barre d'armature,
Des structures qui auraient dû s'enfoncer dans le sol restent fermes sur des terrains qui fissureraient une dalle moderne en 5 ans. La solution consistait à travailler avec la terre plutôt que de lutter contre elle. Les poteaux d'angle reposaient sur de grandes pierres plates qui fonctionnaient comme des raquettes à neige. Au lieu d'un poteau étroit perçant le sol mou, la pierre répartissait le poids sur une surface beaucoup plus grande. Les fondations modernes tentent de rester parfaitement rigides, une bataille perdue contre le mouvement naturel de la terre. Le soulèvement par le gel se produit lorsque le sol gelé gonfle vers le haut en hiver et s'affaisse à nouveau au printemps. Les structures médiévales accompagnaient simplement le mouvement. Toute la construction montait légèrement. En janvier, se rasseyait en avril. Ces joints flexibles absorbaient cette danse saisonnière sans se briser. Les toits en croupe réduisaient la portance du vent de 40% par rapport aux toits à pignons avec des murs de pignons plats. Des avant-toits lourds qui s'étendaient au-delà des murs forcèrent le vent à se courber vers le bas au lieu de pénétrer par-dessous et de soulever. Des bois diagonaux appelés contreventements transféraient les forces latérales directement au sol. Les fermes de toit étaient d'abord entièrement assemblées au sol, chaque joint testé, chaque cheville fixée. Ce n'est qu'alors que la communauté les érigeait en position. Les constructions étaient délibérément positionnées avec leurs extrémités étroites face au vent dominant. Aucun aspect de la construction médiévale ne peut être compris isolément du contexte communautaire. Ériger une seule structure de crux exigeait au moins 20 adultes travaillant en coordination parfaite. Une personne donnait les ordres, d'autres tiraient les cordes, tous poussaient exactement au bon moment. La construction de maisons n'était pas un projet individuel, c'était un événement communautaire. Les villages ont développé des systèmes de spécialisation au fil des générations. Tout le monde connaissait son rôle avant même d'apparaître. Ce système coopératif Habitas Thomas créait des réseaux d'obligations. Tu aides à ériger mes murs ce mois-ci. J'aide à recouvrir ton toit au printemps prochain. Le village entier devenait interconnecté par des dettes de construction qui fonctionnaient comme une assurance médiévale. Ta cabane prend feu? Personne ne dépose de plainte. Ils apparaissent simplement parce qu'ils te sont redevables et parce qu'un jour, ils auront besoin de la même aide. Le savoir se transmettait également à travers ce système. Pas de plans, pas de manuels écrits, seulement des mains expertes guidant les plus jeunes. Des maisons construites dans les années 1970 présentent déjà des problèmes structurels importants, tandis que des structures médiévales ont survécu à 8 siècles de tempêtes et de guerres. Les joints s'adaptent à des siècles de tassement du sol sans se fissurer. La terre bouge, la construction bouge avec elle, les murs enhourdis et torchis respirent, l'humidité entre et sort librement, les constructions modernes scellées hermétiquement expriment leur surprise quand la moisissure s'installe. Le cœur du chêne contient des tanins naturels qui empoisonnent tout champignon ou insecte tentant de le dévorer. Aucun traitement nécessaire, aucun produit chimique appliqué. Quand quelque chose finissait par s'user, les bâtisseurs pouvaient remplacer des pièces individuelles sans toucher au reste. Les ouvriers de restauration retirent un seul bois, en insèrent un nouveau et s'en vont. La construction s'en aperçoit à peine. Les ingénieurs parasismiques modernes étudient désormais ces structures médiévales pour comprendre les principes de flexibilité. Des paysans qui ne pouvaient pas se payer de clous ont accidentellement inventé une conception résistante au séisme. L'héritage le plus durable de ces bâtisseurs n'est peut-être pas une technique spécifique, mais la démonstration que les limitations peuvent engendrer l'innovation. Sans accès aux clous, ils ont développé des joints supérieurs. Sans béton, ils ont créé des fondations qui s'adaptent au mouvement au lieu d'y résister. Sans matériaux industrialisés, ils ont appris à utiliser ce que la nature offrait de manière qui respectait les propriétés naturelles des matériaux. 800 ans et elles sont toujours debout, non pas comme des ruines préservées, mais comme des structures fonctionnelles qui continuent d'abriter des personnes et des activités. Chacune de ces constructions représente un témoignage silencieux de l'ingéniosité humaine, de la capacité à créer des solutions élégantes avec des ressources limitées, de la sagesse qui émerge lorsque les communautés collaborent au fil des générations à la recherche d'objectifs communs. La prochaine fois que vous passerez devant l'une de ces structures anciennes, peut-être lors d'un voyage dans la campagne anglaise, considérez l'histoire incorporée dans chaque bois courbe, chaque joint précis,
chaque mur de ourdi soigneusement construit. Là est codé un savoir qui a mis des siècles à se développer et que nous avons failli perdre dans notre hâte vers le nouveau. Là est la preuve que parfois le chemin apparemment mauvais, le chemin sans ressources modernes, sans matériaux industrialisés, sans outils sophistiqués, est en réalité le bon chemin. Des maîtres chaumiers maintiennent des traditions qui remontent à des millénaires, adaptant des méthodes anciennes au contexte moderne, tout en préservant l'essence des pratiques développées par des générations d'artisans anonymes. Des architectes et des ingénieurs contemporains intéressés par la construction durable visitent ces structures non par curiosité historique, mais à la recherche de solutions pratiques aux problèmes actuels liés à la durabilité, à l'efficacité énergétique et à la réduction de l'impact environnemental. Si ce documentaire a éveillé votre curiosité sur le savoir ancestral qui a façonné notre monde, envisagez de vous abonner à cette chaîne pour suivre d'autres enquêtes comme celle-ci. Chaque épisode plonge dans des histoires oubliées, des techniques perdues et une sagesse préservée à travers les siècles. Laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus surpris chez les bâtisseurs médiévaux ou si vous connaissez des structures anciennes dans votre propre région qui méritent d'être explorées. Aimez cette vidéo si elle a changé votre perspective sur ce que signifie réellement construire pour durer. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce savoir ne se perde pas à nouveau, mais soit transmis aux générations à venir, tout comme ces maîtres charpentiers médiévaux ont transmis leurs techniques à travers les siècles.